Maintenant, quelques mots sur le futur. Nous y voyons dans ce problème de traçabilité un certain nombre de problèmes, notamment pour les produits composés, les produits compliqués. On a parlé de la pizza. C'est vrai que c'est simple pour un œuf, et pour un œuf, vous avez sans doute remarqué qu'il y avait imprimé sur la coquille de l'œuf un certain nombre de chiffres, de lettres, et vous savez, ou vous pouvez savoir à partir de quelle ferme de l'Union européenne vient l'œuf, à partir de ces lettres qui indiquent le pays, des numéros qui indiquent la ferme de production, la ferme de poules pondeuses, et aussi le système d'élevage, si c'est des poules élevées en plein air ou des poules élevées en cage, vous pouvez savoir, ou les autorités peuvent savoir, parce que vous avez un code qui indique la ferme de poules pondeuses, donc le consommateur ne sait pas que le numéro 380 c'est la ferme de M. Poudelet qui est en Belgique. Un exemple, parce que je n'ai pas de ferme de poules pondeuses, mais on peut les retrouver très facilement. Tandis qu'une pizza avec ses 60 ingrédients, c'est évidemment plus compliqué. Et vous savez qu'on va de plus en plus aussi vers un étiquetage environnemental, avec l'empreinte carbone, avec les notions de cycle de vie pour savoir quel est l'impact du produit sur l'environnement, sur l'atmosphère, sur les gaz à effet de serre. Donc, ça n'est pas encore en place, mais il y a une forte demande pour que ça puisse venir. Donc, tous ces éléments, et plus le produit, plus l'aliment est composé, compliqué, plus évidemment c'est difficile d'avoir la traçabilité de tous ces pays. Le problème des nanoparticules, vous en avez parlé très bien. Bon, nous venons dans cette loi dans ce règlement qui vient d'être approuvé au mois de juillet par le Conseil et le Parlement, maintenant l'obligation de mettre nano si un des ingrédients est fait à partir de nanoparticules. C'est notre souhait d'informer le consommateur. Quand l'EFSA nous dit que le produit est sûr sur le plan alimentaire, nous ne pouvons pas l'interdire, mais nous souhaitons que le consommateur puisse en être informé pour qu'il puisse exercer son choix. C'est vrai pour les nanos, c'est vrai pour les GMO, c'est après à chacun de se déterminer si c'est correctement indiqué sur la liste des ingrédients, de choisir donc des éléments qui en contiennent. Et enfin, le problème est aussi pour les pays tiers, car vous savez qu'on apporte, selon les produits, entre 5 et 50% de notre consommation en provenance des pays tiers. Et évidemment, certains de ces pays tiers sont des pays en voie de développement, et il faut des systèmes de traçabilité, puisque ça s'applique à eux aussi, qui soient simples, pas chers, pas sophistiqués, mais qui soient robustes, qui puissent être vérifiés, c'est très important. Et évidemment, appliquer des systèmes comme dans la ferme de notre collègue italien, ça coûte cher. Et heureusement, on n'importe pas beaucoup de porc du monde entier. On en produit suffisamment et on en exporte. Mais vous savez qu'on importe beaucoup de fruits, de légumes, de céréales, de la viande de poulet, un peu de viande de bœuf, beaucoup de poissons. Bon, et c'est donc des systèmes qui sont chers. Et enfin, la dernière question pour le futur, c'est où s'arrête la traçabilité? Est-ce qu'elle s'arrête sur l'emballage du produit qui est vendu dans les boutiques, dans les supermarchés, ou est-ce qu'elle s'arrête dans l'assiette du consommateur, c'est-à-dire dans les restaurants, dans les cafétérias, où là, le plus souvent, c'est une information volontaire, ça n'est pas obligatoire. Et évidemment, il y a un problème, soit si on utilise la traçabilité dans le cadre de l'information sur l'origine du produit, ou si on l'utilise dans le cadre
des intoxications alimentaires pour faire des rappels de produits ou les retirer des restaurants. Voilà. Je voulais conclure cette journée et mes propos par quelques mots sur cette recherche en matière de traçabilité qui, pour nous, a un effet à la fois nutritionnel, à la fois un effet sur l'origine, un effet sur l'environnement, à la fois un effet sur la sécurité, et je répète, pour nous, c'est le plus important. Évidemment, cette recherche est la première étape avant l'utilisation par l'EFSA, l'utilisation par nous en tant que risk manager pour offrir à l'industrie et aux consommateurs des éléments qui peuvent être utilisés. On l'a bien vu, il y a un problème de coût aussi. On ne peut pas inventer des systèmes merveilleux sur le plan scientifique, mais qui sont trop chers pour les entreprises. On le voit bien, c'est difficile d'arriver à concilier l'efficacité et un coût à la fois adapté et modéré. En tout cas, pour nous, nous ne voulons pas établir des règles trop précises, nous établissons des principes et ensuite nous laissons les entreprises, que ce soit les entreprises qui fabriquent ou les entreprises qui distribuent, nous les laissons avec une forte responsabilité qui est l'obligation de résultat. Ils doivent pouvoir démontrer aux autorités compétentes, c'est-à-dire aux autorités des États membres, lorsqu'il y a un problème, que ça marche. Et je vous ai donné deux exemples où parfois ça ne marche pas, donc il faut prendre des mesures drastiques, sévères, où à la fois c'est le consommateur qui prend lui-même ces mesures, mais cette obligation est très importante. Et pour nous, tout ce qui est recherche fondamentale est évidemment extrêmement utile pour qu'ensuite on puisse, par voie d'écrémage, sur le plan du prix, sur le plan de la facilité d'utilisation, sur le plan de la sécurité, que les entreprises puissent utiliser ça au bénéfice du consommateur. Merci beaucoup pour votre attention.